Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Que sait-on des circonstances de la mort du président Déby? Il y a plusieurs versions. Selon un journaliste de Ouest France, il s'agit d'une réunion avec des chefs rebelles qui auraient dégénéré. Est-ce que vous avez des doutes sur les conditions de sa mort? Pour l'instant, je n'ai que les informations que l'on veut bien nous donner, mais il se trouve qu'au Tchad, la situation est assez exceptionnelle, même invraisemblable. Voilà, des colonnes de pick-up qui viennent de Libye, lourdement armées, avec pour objectif de faire un coup d'État, de pénétrer dans N'Djamena, le jour des élections, où le président Déby constate qu'il est réélu, mais c'est lui-même qui prend la tête de son armée pour aller combattre ces rebelles qui viennent de Libye et qui veulent atteindre l'intégrité et la stabilité du Tchad, et qui meurent le jour où son élection est validée. Ce sont des circonstances graves, mais assez exceptionnelles. Et cette ambiance de gravité, j'imagine, dominera demain les obsèques du président Déby. Le président Macron s'y rendra, avec beaucoup de chefs d'État africains. Et avec aussi les Européens, puisque le sujet du Tchad, c'est pas uniquement le sujet du Tchad, c'est aussi globalement la sécurité du Sahel, et c'est aussi la sécurité de l'Europe, puisque le Tchad, c'est un peu la frontière sud de l'Europe, et Joseph Borrell représentera l'Union européenne. C'est pour ça qu'on a parlé d'alliés de la France et de l'Europe dans la lutte contre le terrorisme. On va y revenir dans un instant, mais vous l'avez dit, la situation est assez exceptionnelle en ce moment au Tchad. On entre dans une période d'incertitude, peut-être même d'instabilité. Est-ce que cela veut dire que dans un premier temps, vous reconnaissez le fils d'Idriss Déby, le jeune général Mahamat Idriss Déby, comme légitime pour présider le pays, puisque c'est aujourd'hui lui qui est arrivé aux responsabilités? Il y a des situations exceptionnelles. Logiquement, ce devrait être le président de l'Assemblée nationale tchadienne, M. Kabadi, qui devrait prendre la transition. Mais il a refusé, en raison des situations exceptionnelles de sécurité et la nécessité d'assurer la stabilité de ce pays. Il importe maintenant que le Conseil de transition militaire qui s'est mis en place indique la manière dont il veut travailler. Oui. Qu'il soit l'acteur de la sécurisation, évidemment. Il y a dans de ce conseil de transition beaucoup de chefs militaires. Mais c'est une autorité légitime à l'heure où on se parle? Il y a aujourd'hui une situation d'une telle gravité au Tchad qu'à partir du moment où le président de l'Assemblée nationale, qui est normalement chargé de la transition, dit « Moi, je veux que ce soit un conseil militaire qui assure aujourd'hui la sécurité du pays, mais il faut que la transition puisse s'engager de manière sereine, démocratique, transparente et rapide. » Vous y croyez à ce scénario sereine, transparente, démocratique et rapide? C'est le moment de le faire, à partir du moment où la sécurisation sera vraiment établie. Vous savez, le Tchad, c'est un pays qui est au carrefour de beaucoup de menaces, beaucoup de risques, à la fois venant de Libye, c'est le cas avec les colonnes que l'on appelle les colonnes du groupe Goran qui veut prendre le pouvoir, à la fois du Nigeria, la proximité de Boko Haram, c'était juste à côté, et les forces tchadiennes sont engagées contre... C'est majeur pour la France, on va dire. C'est majeur pour la France, c'est majeur pour le Sahel. Ce sont les forces tchadiennes qui ont le plus combattu contre Daesh, contre Al-Qaïda, et lorsque l'opération Serval s'est faite en 2013, les premiers à venir soutenir la France pour la sécurité du Mali et finalement de la France, c'était les Tchadiens. Et c'est bien pour ça que vous allez aux obsèques avec le président de la République, c'est bien pour ça qu'on vous interroge ce matin. La mort de Déby, c'est la perte d'un homme qui avait un contentieux avec les groupes djihadistes depuis longtemps. Il avait été visé directement lui-même par AQMI. Il était un allié solide. Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous craignez, ou en tout cas, est-ce que vous envisagez le scénario d'un désengagement du Tchad dans ce combat? Moi, je ne l'imagine pas aujourd'hui. On va pouvoir... demain et ce soir, engager des conversations avec les uns et les autres. Les chefs d'État du Sahel sont interrogatifs, mais en même temps, il y a des accords politiques qui ont été passés entre les 5 pays du Sahel pour assurer leur sécurité mutuelle, y compris par la présence de forces tchadiennes au Niger et dans ce qu'on appelle les 3 frontières. Je ne crois pas que le Conseil militaire de transition va revenir sur ses engagements. Sa tâche sera d'assurer la stabilité du pays et de mettre en œuvre un processus démocratique qui devrait être le plus rapide possible. Processus démocratique, encore une fois. C'est là-dessus que la France mise. Nous allons dire les choses, mais pas uniquement nous. J'ai eu l'occasion de m'entretenir hier soir avec le président en exercice de l'Union africaine, M. Tshisekedi. C'est aussi la position des chefs d'État africains. Est-ce que cela va changer d'une manière ou d'une autre notre engagement avec l'opération Barkhane? Est-ce que cette période d'instabilité va nous obliger, va nous conduire par exemple à renforcer notre dispositif militaire sur place? Il y a eu
un sommet précisément à Djamena il y a peu de semaines maintenant, pour définir les grandes orientations militaires qui doivent être prises pour assurer la poursuite du combat contre les groupes terroristes, parce que c'est un combat essentiel, c'est ça le sujet, c'est aussi notre sécurité, c'est aussi notre protection. Le Tchad y joue un grand rôle. Je ne crois pas qu'il y ait une remise en cause de ces engagements-là, d'autant plus que l'objectif, c'est bien de faire en sorte que les pays africains, et en particulier les pays du Sahel, assurent eux-mêmes leur propre sécurité, leur propre protection. Jean-Yves Le Drian, cette situation vous inquiète au Tchad? Elle me préoccupe. Il faut être très vigilant. Vigilant sur quoi? Sur les processus démocratiques? À la fois sur la stabilité de la situation aujourd'hui. Est-ce que le Conseil militaire de transition va assurer la stabilité et l'intégrité du Tchad? Et puis ensuite, comment il va pouvoir mettre en œuvre un processus démocratique? Et comment, par ailleurs, l'armée tchadienne va remplir ses engagements à l'égard de ce qu'on appelle la force conjointe du Sahel, c'est-à-dire à l'égard des partenaires du Tchad dans cette région. Il y a un autre dossier sur votre bureau, un autre dossier compliqué. 100 000 hommes, 100 000 soldats russes massés à la frontière de l'Ukraine. Que cherche Poutine? Nous sommes dans une forme de triple dérive avec la Russie en ce moment. C'est-à-dire? Il y a une dérive autoritaire interne. L'acharnement sur Navalny est insupportable. C'est le symbole d'une dérive autoritaire interne. Le fait que hier, des manifestants aient été arrêtés parce qu'ils manifestaient en soutien à Navalny. Le seul fait que M. Navalny, sa santé même est en danger. Il a été fait l'objet d'une tentative d'assassinat, ensuite il a été déporté, maintenant sa vie est en danger, et nous considérons que ce sont les autorités russes qui ont la responsabilité de la vie de M. Navalny. Ça, c'est la dérive autoritaire interne. Et puis il y a une dérive externe d'intimidation, de provocation, ce qui se passe en Ukraine, à la fois avec des troupes qui se massent en Crimée, dont nous n'avons jamais reconnu l'annexion, avec des forces maritimes qui se pénètrent en mer Noire et en mer d'Azov, et puis des intimidations, des provocations à la frontière de l'Ukraine, dans la zone du Donbass. Donc dérive et puis dérive d'ingérence, parce que la Russie essaye de porter atteinte à nos modes de fonctionnement démocratique. On a vu ce qui s'est passé en République tchèque. Toutes ces dérives-là sont préoccupantes. Il faut être très ferme. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous poser une question très simple, très directe. Si Navalny meurt en prison, il se passera quoi? On prendra les sanctions nécessaires et on mettra la responsabilité de ce drame sous la responsabilité de M. Poutine et des autorités russes. J'espère qu'on ne va pas arriver à cette extrémité. Lorsque M. Navalny a été empoisonné, nous avons pris des sanctions, les Européens, de manière unanime. Lorsque les manifestants qui apportaient leur soutien au début d'année à M. Navalny dans de nombreuses villes de Russie ont été emprisonnés, nous avons pris un autre train de sanctions. Quand il masse 100 000 hommes à la frontière de l'Ukraine, on ne prend pas de sanctions. Quand il s'agit de ces manifestations militaires à proximité de l'Ukraine, nous disons, nous, aux Russes, qu'il faut désescalader et se mettre autour de la table dans les normes qui ont été prévues dans ce qu'on appelle les accords de Minsk pour assurer l'intégrité de l'Ukraine et le respect des engagements pris par les uns et par les autres. Il a des lignes rouges, on a des lignes roses. Non. Nous avons des convictions, je viens de vous le dire. Il a des dérives, mais il faut qu'on continue à se parler. C'est notre voisin. Il est assez encombrant, mais il est toujours là. Parfois, il arrive dans la vie d'avoir des voisins récalcitrants ou parfois intempestifs. Il faut néanmoins continuer à parler avec lui. Encombrant seulement ou dangereux? Parfois dangereux, ça peut être dangereux. Je ne crois pas à la volonté de la Russie de mener une action militaire contre l'Ukraine, je n'y crois pas, mais le fait de masser autant de troupes aux portes de l'Ukraine, à la frontière avec le Donbass, présente des risques d'accidents ou d'incidents, et à ce moment-là, des risques de conflictualité. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Drian, d'avoir été notre invité ce matin. Merci.